Bonjour tout le monde, alors bienvenue à notre webinaire sur le Data Driven Marketing et comment bâtir une stratégie efficace d'engagement client. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Pascal Gay. Alors, de quoi on va parler un petit peu aujourd'hui? Dans le fond, le Data Driven Marketing, on en entend beaucoup parler. On va essayer d'expliquer, de décortiquer un peu qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça se traduit dans le marketing traditionnel et puis comment est-ce qu'on applique ça aussi au niveau du web. Puis, on va tenter d'expliquer un peu comment on se structure pour obtenir une stratégie efficace au final. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, bien entendu. On va vous le faire parvenir en fin d'après-midi aujourd'hui ou au plus tard demain matin. Et puis, le courriel va être accompagné d'un petit sondage de satisfaction. Puis, si vous voulez prendre 2 petites minutes, c'est vraiment très court pour nous donner votre appréciation de la présentation, puis nous faire en même temps vos suggestions. On est ouvert. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, faites-nous le savoir et puis on va tenter d'y répondre. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Pascal pour sa présentation. Alors, merci Claudia. Bon matin tout le monde. Alors, en effet, on va parler du Data Driven Marketing. Commencer par vous dire que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe. Donc, on va commencer par vous montrer au niveau du mode traditionnel. Quand on parle du mode traditionnel, en fait, ce qu'on veut dire, c'est pour un client du magasin, dans le marketing traditionnel, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou c'est quelque chose de nouveau? Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, dans le magasin, quand quelqu'un arrive dans le magasin, puis c'est un exemple d'une boutique pour femmes, si j'ai une femme qui arrive dans le magasin, je vais savoir comment l'aborder. Je connais son sexe, je connais son style vestimentaire. Si j'ai un homme qui vient dans le magasin, je vais l'aborder d'une façon différente. C'est un peu ça le data-driven marketing, c'est que la différence avec les médias traditionnels, c'est que au niveau du web, vous n'avez pas la connaissance de qui est la personne quand elle vient sur votre site web. Donc, l'idée du data-driven, c'est d'être capable d'aller chercher cette information-là pour pouvoir mieux cibler ce que vous allez dire au client. Un autre exemple au niveau d'un magasin de vêtements pour enfants, si j'ai une femme enceinte qui rentre dans le magasin, je ne l'aborderai pas de la même façon que si j'ai une professionnelle. La femme enceinte, peut-être que c'est pour elle, la professionnelle. Je ne peux pas prendre pour acquis, si elle n'est pas enceinte, de dire, est-ce que c'est pour vous, quand est-ce que vous attendez un bébé, alors que l'autre, j'ai une relation que je peux pouvoir établir avec cette personne-là. Donc, on déduit rapidement, en voyant une personne, son style de vie, son environnement familial. Donc, comme je disais tout à l'heure, on voit rapidement son sexe, mais on peut également définir certaines choses assez rapidement lorsqu'on voit une personne. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que le commis qui va voir la personne entrer va proposer des produits ou services en lien avec la personnalité, le sexe de la personne. Va suggérer des produits qui lui conviennent ou peuvent convenir à une autre personne. Je donnais l'exemple au départ. J'ai un homme qui vient dans une boutique pour femmes ou qui va sur votre site web dans la section pour femmes. Mais on n'ira pas lui suggérer des choses qu'on va dire ça va bien le faire, la couleur va bien faire avec votre teint ou des choses comme ça. On va plutôt essayer de comprendre à qui veut acheter quelque chose vu qu'il est dans une boutique pour femmes, quelle est la personnalité de cette personne-là. Donc, on va l'aborder de façon différente en magasin, mais c'est ce qu'il faut faire aussi sur le web. Le commis va également poser des questions sur ses besoins. On s'entend, on ne peut pas poser des questions quand on est sur le web. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus d'informations possible avant que la personne arrive. Et, bien entendu, une des choses qu'on ne peut pas voir aussi au niveau du web, c'est les réactions et adapter son discours. Donc, quand on parle de personnalisation, de data-driven, c'est que dans ce temps-là, dans les médias traditionnels, on n'a pas besoin d'emmagasiner cette information-là dans une base de données. La personne peut, en voyant la personne avec ses yeux, en sentant la réaction de la personne, peut facilement déduire certaines choses. Donc, mais comment on fait ça sur le web, sur le marketing numérique? Comment on peut aller s'assurer de cibler, de connaître la personne à qui on parle? Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, le data-driven marketing, c'est une méthode par laquelle vous faites l'acquisition, l'analyse et l'application des informations sur les besoins. C'est-à-dire que vous allez chercher le plus d'informations possible pour comprendre votre client, comprendre ses besoins, le contexte dans lequel il est, comprendre son comportement et ce qui le motive à faire des achats finalement. Et pourquoi on fait ça? Ben, comme je disais, en magasin, c'est facile de changer son discours. Quoi qu'on le sait, on a tous déjà vécu ça dans des magasins. On va dans un magasin et la personne nous dit si je peux aider, vous me le direz. Mais
c'est pas tout à fait ça qu'on veut présenter ici. C'est vraiment être en mesure de aller parler différemment à la personne, mais sur tous les canaux, sur l'expérience sur votre site web. Donc, d'être capable de, si c'est un client existant, d'être capable de mettre une publicité différente. Si c'est dans vos courriels, d'être capable de cibler vraiment des gens avec des communications qui sont ciblées. Votre marketing direct, toute l'information que vous puisez autant à partir des méthodes traditionnelles qu'à partir du web peuvent servir aussi si vous faites des campagnes de marketing direct pour vraiment aller créer ce que je vais en parler tout à l'heure, un persona, et de dire, bon, ben, j'ai une campagne de marketing direct à faire, une lettre à la poste, je vais prendre l'information que je connais sur cette personne-là de toutes les interactions que j'ai eues avec et je vais pouvoir vraiment faire une promotion ciblée. Et bien entendu, votre télémarketing, si on donne l'information au télémarketing sur c'est quoi cette personne-là, c'est quoi son type, qu'est-ce qu'elle a fait sur votre site web, quelqu'un qui appelle à votre service à la clientèle, que la personne au service à la clientèle est en mesure de dire « Ah, ben ok, je vais aller chercher l'information sur ce client-là. Ok, il est venu sur notre site web, il a visité telle section. » Bien, ça va être beaucoup plus facile pour cette personne-là de vraiment personnaliser son discours sans avoir à passer à travers toutes les questions qui sont nécessaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça dépend toujours de votre contexte d'affaires. Certains vont vouloir, bon, on s'entend lorsqu'on est dans le inter-entreprise, si vous vendez des services à des entreprises, peut-être que la fonction de la personne qu'elle occupe dans une entreprise est quelque chose d'important, la compagnie pour laquelle elle travaille, le nombre d'employés de l'entreprise. Si par contre vous visez plus le consommateur, vous êtes dans le détail, mais à ce moment-là, vous allez peut-être plus vouloir avoir son âge, son sexe, ses intérêts, bon, bien entendu sa langue. Je me souviens, on avait fait une présentation à l'automne dernier, en novembre dernier, lorsqu'on a lancé le nouveau nom Dialogue Insight. J'avais posé la question dans la salle, combien de personnes faisaient de la personnalisation? Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient levé la main. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient là. Je sais que une des choses présentement qui est faite à la personnalisation, c'est souvent la langue. On va faire un groupe pour les Français, un groupe pour les Anglais. Et si ce que je veux, c'est vous emmener un petit peu plus loin au niveau de la personnalisation, vraiment aller cibler l'intérêt pour faire des communications personnalisées. Il y a plein de chiffres, j'en ai pas mis dans ma présentation, mais qui vont vous permettre de savoir que au niveau de la personnalisation, si vous personnalisez les relations avec vos clients, vous allez avoir de meilleurs résultats. C'est-à-dire, si vous envoyez un courriel à quelqu'un et que vous êtes en mesure d'identifier que ce courriel-là va être au bon moment, il va avoir le bon ton, le bon produit présenté, c'est sûr qu'il va avoir plus de pouvoir, plus de poids que si vous envoyez un courriel qui est générique. Donc, je parle beaucoup de courriel, c'est sûr, parce qu'ici, chez Dialogue Insight, c'est pas mal ce qu'on fait, mais vous savez que dans la boîte de réception, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de messages, donc la personnalisation est un élément qui est important. Donc, ce que vous voulez savoir comme juste, c'est tout qui est cette personne-là. Si c'est un client existant, est-ce qu'on aborde différemment un client existant qu'un client non existant? Habituellement, dans les entreprises, oui. Si quelqu'un appelle une entreprise d'assurance qui est déjà client versus pas client, il y a une façon différente d'aborder cette personne-là parce qu'un client, on veut le conserver, alors qu'un prospect, à ce moment-là, on veut aller chercher vraiment la business. Donc, on a besoin d'avoir plus d'argumentaire. Au niveau de la valeur du client, c'est quoi sa fréquence d'achat, c'est quoi la quantité? Cette information-là va vous permettre de cibler, puis peut-être même d'aller donner des rabais supplémentaires à vos clients VIP, d'aller offrir un rabais moindre ou bien une promotion spécifique, par exemple, bon, je parle au détail, la livraison gratuite pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'achat chez vous. Son cycle d'achat, c'est quelque chose qu'on utilise un peu plus au niveau de l'inter-entreprise avec du marketing automation. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais dans le fond, lorsqu'on vend un produit puis que le produit dans le fond, a un cycle d'achat plus long. C'est-à-dire, quelqu'un vient sur votre site web, il va télécharger des documents, ensuite, il va demander une démo, ensuite, il va... Habituellement, vous êtes capable d'identifier selon où il est dans le cycle d'achat, ce qu'il fait comme action, parce que c'est sûr que la première action, c'est de visiter votre site web. Donc là, il est rendu plus en mode, je magasine, je regarde. Là, il vous pose une question. Ah là, il est un petit peu plus d'intérêt. Finalement, il demande une démo. Bien, à ce moment-là, ou il demande de rencontrer quelqu'un, il y a encore un peu plus d'intérêt. Cette information-là est importante parce que chacun des points d'intérêt que vous avez avec votre client, le client est a une relation différente avec vous. Donc, vous devez vous assurer de communiquer des choses qui sont en lien avec où il est rendu dans son cycle d'achat.
et bien entendu les produits qui l'intéressent pour pouvoir pousser des produits. Par exemple, vous vous inscrivez à un site de produits de beauté, puis vous êtes une femme, vous vous identifiez comme une femme et vous recevez une promotion sur les produits pour hommes, mais c'est peut-être pas nécessairement la bonne façon d'aborder une relation avec quelqu'un parce que si c'est une femme, peut-être qu'elle est allée visiter les produits pour hommes, mais si elle n'est pas allée, mais c'est peut-être pas les produits qui l'intéressent. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous voulez savoir sur votre client qui vont vous permettre finalement de voir qui est cette personne-là. Ce qu'on fait pour le découvrir, bon, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, on fait de l'envoi de courriel, donc c'est sûr que les ouvertures et clics dans un message vont vous permettre de connaître le niveau d'engagement de votre client. Participation à un concours, c'est un des moyens avant, il était beaucoup utilisé comme moyen pour acquérir des nouveaux contacts, mais c'est un des moyens avec lesquels vous pouvez vraiment travailler pour aller connaître plus, parce que les gens qui participent à un concours ont un intérêt envers votre produit. Je ne rentrerai pas dans les détails du concours, mais si vous offrez, bien entendu, comme prix quelque chose qui est en lien avec vos produits, a un intérêt pour vos produits, la personne va être plus enclin à vous donner plus d'informations. Donc, c'est une bonne façon d'aller cueillir plus de données. Un sondage de satisfaction, également, les gens vont être plus enclins à vous donner de l'information, que ce soit vous poser des questions sur son groupe d'âge, sur... Non, c'est une autre façon. Les préférences d'abonnement, qu'est-ce qui l'intéresse dans vos communications? Le comportement sur le site web, qu'est-ce qu'il a fait sur votre site web? Je vais en parler, je vais les décortiquer un petit peu tout à l'heure. Et l'historique des transactions. Donc, c'est entre autres des choses que vous pouvez faire, mais quand on parle de data-driven ou de... Bon, on va en parler tout à l'heure de big data. En fait, c'est toutes les interactions, que ce soit les demandes d'information que les gens, c'est souvent quelque chose qu'on parle quand quelqu'un vous envoie, vous fait une demande d'information, il faudrait évidemment que cette information-là soit intégrée dans votre data pour que vous soyez en mesure de dire, cette personne-là n'est pas juste allée sur mon site web, elle a fait une action supplémentaire. Et je parlais, les inscriptions à des activités, ceux qui ont participé à vos activités. Donc, c'est toutes les données, finalement, toutes les interactions que vous avez avec votre client, que vous prenez, que vous emmagasinez dans une seule base de données. J'aborderai pas beaucoup la problématique d'avoir des bases de données différentes parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous avez peut-être un CRM à l'interne, vous avez une demande d'information qui vient d'un client. La demande d'information qui devient d'un client n'a peut-être pas le numéro de client à l'intérieur. Donc, comment connecter ça ensemble? Il y a des façons qui existent. Alors, on travaille beaucoup avec des grosses compagnies avec lesquelles ils ont des cartes fidélité, des numéros de clients et des abonnements web. Alors, il y a des mécanismes qui existent pour intégrer ces données-là. Ça ne donne pas un résultat 100% certain, peut-être parce que peut-être qu'on ne sera pas capable de prendre la donnée du CRM et la connecter avec une demande d'information, mais si à 90% on est capable de connecter, ça vous donne quand même de bons résultats. Donc, si jamais vous avez justement des questions à propos de ça, sur l'intégration de vos données, de vos systèmes, n'hésitez pas là, à communiquer avec nous. On a l'expertise nécessaire pour vous aider là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans le fond au départ? J'ai beaucoup de captures d'OpenField. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont nos clients, qui vont reconnaître les données d'OpenField, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait seulement sur OpenField. Tout système de base de données va faire cette gestion-là. Donc, la première des choses, c'est qu'au niveau du profil du client, je m'amuse souvent à dire que quand on a commencé en 99-2000 à faire de l'envoi de courriel, on était content quand on avait un nom-prénom dans les listes plus que le courriel. On avait souvent des listes dont on avait seulement l'adresse électronique. Après ça, quelques années plus tard, on a commencé à voir apparaître nom-prénom. Maintenant, on est beaucoup plus loin que ça parce que ce qu'on a, ça c'est un exemple d'une fiche contact. Ce qu'on a comme information peut vraiment être très large, c'est-à-dire, vous pouvez, si vous êtes dans l'interentreprise, comme je disais, le type d'entreprise, l'entreprise, le nombre d'employés. Si vous êtes dans le détail, vous pouvez alors créer une fiche sur tout ce que vous voulez savoir sur cette personne-là, son sexe, son âge démographique. Vous pouvez aller chercher vraiment là, tout ce que vous avez besoin. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des champs au projet qui vont vraiment être capables de vous permettre d'emmagasiner toute cette information. L'historique des envois, pour ceux aussi qui sont chez nous, dans le fond, quand vous faites des envois de courriel, c'est sûr que vous êtes capable de voir les comportements qu'une personne a fait. Est-ce qu'elle a ouvert le message? Est-ce qu'elle a cliqué sur les liens? Quelle est la catégorie de liens? Peut-être pas beaucoup d'entre vous connaissez cette fonctionnalité-là, mais vous savez que si vous envoyez des courriels avec 30, 40, 50 liens, comme certains de nos clients, c'est difficile de pouvoir définir un profil. Vous pouvez catégoriser le type de lien que la personne clique et avoir des résultats vraiment là-dessus.
Donc, c'est un petit peu plus technique, là, je pourrais vous envoyer plus d'informations, là, juste peut-être m'envoyer un courriel si vous avez besoin de plus d'informations, m'envoyer un courriel à service@dialogue-insight sur ça, mais au niveau des catégories liens, c'est vraiment une chose qui est facile à faire, c'est d'ajouter dans le fond des paramètres à vos liens pour que lorsque la personne clique, on va être capable de dire, elle a cliqué sur le produit, elle a cliqué sur le produit de telle catégorie, donc de cette façon-là, vous êtes capable de ressortir plus de données. Et bien entendu, les pages visitées par la suite, je vais en reparler sur la prochaine écran. Cette information-là est souvent davantage utilisée dans l'interentreprise parce que quelqu'un nous appelle et on veut voir ce que la personne a fait, ce que la personne a utilisé. Mais ça va être beaucoup utilisé aussi, cette information-là, à savoir quel est le niveau d'engagement avec une personne et de réactiver une personne que ça fait longtemps qu'elle n'a pas ouvert ou cliqué dans un message pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'intérêt? Est-ce que la personne, est-ce qu'on n'a pas bien identifié son profil? Est-ce qu'on n'a pas bien ciblé nos communications? Au niveau des visites au site web, c'est encore une capture d'OpenFill. On a un outil qui s'appelle Conversion. Je le sais, puis on fait l'analyse, mais c'est un gros monstre présentement. Universal Analytics, qui est la nouvelle version de Google Analytics, va permettre aussi de faire ce suivi-là au site web. C'est-à-dire, on est capable de savoir, lorsqu'une personne est identifiée avec un numéro de client, être capable de savoir toutes les actions que la personne a faites sur ce site web. Ici, c'est un exemple de notre outil de conversion qui permet, dans le fond, d'aller connecter les visites au site web d'une personne, même si la personne revient puis qu'elle ne vient pas à partir d'un courriel, qu'elle vient à partir d'une recherche Google ou un accès direct, on est capable de répertorier cette information-là. Cette information-là, dans le contexte même interentreprise ou détail, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cumule l'information de façon anonyme, c'est-à-dire on cumule l'information d'une personne qu'on ne reconnaît pas. Mais dès que la personne fait une action, c'est-à-dire elle clique sur un lien dans lequel on peut finalement associer ce visiteur-là à votre site web à quelqu'un dans notre base de données, ou bien elle complète un formulaire, on va aller connecter l'information qu'elle a fait avant sur le site web à son profil. On va pouvoir voir, comme vous voyez, les pages visitées, les événements, qu'est-ce que cette personne-là a fait sur votre site web, est-ce qu'elle a visité la page produit, est-ce qu'elle a complété un formulaire, donc on a la possibilité aussi de traquer, si on veut, des événements. Au niveau des tables relationnelles. Les tables relationnelles, c'est ici que vous allez accumuler l'information, par exemple, sur les achats, les événements participés, les documents téléchargés. C'est un terme un peu technique au niveau le terme table relationnelle. Je vais peut-être vous expliquer rapidement ce que signifie une table relationnelle. Vous savez, si vous prenez votre fichier Excel de la liste de vos clients, puis que vous dites, bon, mais ce que j'aimerais maintenant, c'est avoir un fichier Excel avec les transactions de mes clients. Si ce que vous faites, c'est que vous prenez un seul fichier, ça veut dire que sur chacune des lignes, vous allez avoir une transaction pour votre client. Donc, si un client a 3 transactions, le client va se retrouver 3 fois dans votre fichier Excel. Ce que vous voulez, puis si vous faites cet import-là en mode normal ou que vous intégrez ça dans votre profil, on va importer seulement une des lignes parce que ça va gérer des doublons. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on crée vraiment ce qu'on appelle des tables indépendantes, qui ces tables-là, dans le fond, vont connecter l'information des transactions. Votre fichier Excel qui va contenir vos transactions, plutôt que d'avoir toute l'information sur votre client, va avoir seulement l'information sur les transactions avec un identifiant. Par exemple, une colonne qui pourrait être l'adresse électronique, si vous gérez votre base de données par adresse électronique, ou un numéro de client. Quand vous importez ça, dans le fond, dans une table relationnelle, ce que ça fait, c'est que pour chacun des clients qu'on trouve dans votre liste, on va aller mettre l'information du fichier Excel dans une table relationnelle. Donc, quand vous allez regarder votre fiche client, vous allez être capable de voir cette information-là dans sa fiche. Donc, c'est un peu technique. Pour la majorité de nos clients, les tables relationnelles sont ouvertes. S'ils ne sont pas ouvertes, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse les ouvrir pour vous. Mais dans le fond, la table relationnelle, comme je dis, notre système le fait, mais d'autres systèmes le font aussi. C'est vraiment pour connecter, puiser de l'information qu'on peut avoir plus qu'une entrée pour une personne. Comment on utilise le Big Data? Parce que là, ce qu'on a fait, ce qu'on a discuté depuis le début, c'est qu'est-ce qu'on peut connecter comme Big Data. Mais on s'entend que ça devient du big data, ça devient beaucoup d'informations, puis il faut qu'on parte à quelque part pour dire comment je vais traiter cette information-là. Donc, il y a 2 façons, en fait, de le faire. Il y en a plusieurs, mais j'en présente ici les 2 principales façons. La première, c'est de créer des personas, de créer des clients types selon le profil.
le client versus prospect, l'homme versus femme, engagé versus non engagé. Un persona pourrait être, par exemple, bon, je suis dans le domaine du voyage, un de mes personas pourrait être, ben, j'ai des voyageurs Europe, des voyageurs Sud, j'ai des voyageurs Europe qui voyagent à l'été, j'ai des voyageurs Europe qui voyagent en hiver. Je pourrais avoir autant de personas que je veux. Bien entendu, la limite des personas, c'est ce que vous connaissez sur les gens, mais l'avantage d'utiliser des personas, c'est que si vous dites, je veux faire une promotion de l'Europe pour les gens, je suis par exemple à l'été, je veux faire une promotion de l'Europe, ben je vais cibler les gens qui sont Europe hiver plutôt que les gens qui sont Europe été parce qu'eux ont probablement déjà planifié. Donc, le persona va vraiment vous permettre de regrouper des clients basés sur des critères. Il ne faut pas y aller avec 10 millions de critères. Il pourrait avoir 1000 personas, mais dans le fond, c'est d'identifier quelques personas au départ, puis ça peut être des personas qui sont génériques. Comme je dis, ça pourrait être, dans mon exemple de voyage, j'ai la personne qui est sud, la personne qui est Europe. Et avec le temps, vous peaufinez vos personas, vous dites, OK, maintenant, les suds, je les développe en 2, puis ils peuvent être développés en 2, en 10, c'est à vous de voir. Par exemple, je pourrais avoir ceux qui voyagent sud et qui réservent dernière minute versus ceux qui voyagent sud et qui réservent 6 mois à l'avance. Parce que si je veux être dans le bon timing pour connecter avec une personne, il faut que je connaisse cette information-là. Ça veut dire que si je sais que la personne voyage sud en hiver, puis qu'elle réserve 6 mois à l'avance, ben mon timing pour lui envoyer un courriel, c'est à partir de l'été et à l'automne, et après ça, ben peut-être que j'ai perdu mon opportunité. Donc, cette information-là, lorsque vous l'avez, c'est dans le fond de faire du traitement puis de définir des segments avec ça peut être fait avec des groupes assez facilement. L'autre façon de faire, c'est l'outil de scoring ou créer des indicateurs numériques. Encore ici, c'est un exemple de notre interface. Le scoring, en fait, c'est d'attribuer une valeur à des actions. Une personne vient sur votre site web, vous pouvez lui donner un point. La personne va compléter un formulaire, vous lui donnez 5 points. La personne va cliquer sur un produit X, vous lui donnez 10 points. Donc, ce que ça fait, c'est que ça calcule une valeur pour le client, puis on utilise cette valeur-là autant pour créer des personas, parce que ça pourrait être pour créer le persona, c'est un client platine, VIP, or, bronze, peu importe, ou bien vraiment pour aller cibler des produits. Un des exemples, par exemple, de scoring que je donne assez régulièrement, c'est si vous êtes, par exemple, on travaille beaucoup avec Rona et Canac, on a quelques autres, vous vendez de la peinture. La personne clique sur des produits de peinture, elle clique, bon, pendant une semaine, elle va sur votre site web, elle clique sur des produits de peinture, vous envoyez une courriel, elle clique sur des produits de peinture, vous lui attribuez des points. Ce qui est important, bon, par exemple, vous dites un point à chaque fois que la personne clique sur un produit spécifique. Donc, à chaque fois, la personne elle va avoir 1.2, 0.3, 0.5 points dans la catégorie de produits peinture. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de définir vos règles d'affaires. Parce que quelqu'un qui magasine pour une peinture, au bout de quelques semaines, probablement la peinture est achetée parce que c'est une consommation assez rapide. Si par contre, c'est une personne justement qui veut, je parlais du sud tout à l'heure, la consommation va peut-être être plus longue. Donc, peut-être que si la personne clique sur on va dire, ben, si la personne a cliqué sur des voyages dans le sud, par exemple sur Punta Cana cette semaine, elle reclique la semaine prochaine, elle reclique, peut-être que ça prend un mois avant qu'on déprécie les actions. Mais c'est important, c'est que vous qui puissiez définir ces valeurs-là de dépréciation de vos contacts. Ce que ça fait, dans le fond, ça vous donne une valeur, soit pour un contact. On l'utilise aussi au niveau de l'engagement à vos infolettes. Vous pouvez même utiliser ça pour savoir est-ce que c'est un lecteur assidu, est-ce que c'est un lecteur temporaire, pour pouvoir aller cibler ou pouvoir aller réactiver ou voir comment vous pouvez convertir un lecteur temporaire en un lecteur permanent, puis d'aller vraiment créer une relation avec ces gens-là. Donc, l'outil de scoring, c'est vraiment on prend tout ce que vous avez comme données, tout ce que vous avez comme comportement et on attribue des indicateurs à la personne pour pouvoir vraiment identifier quel type de client cette personne-là est. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a quelques-uns des exemples que je vais vous présenter, que j'ai déjà présenté dans d'autres présentations. Dans le fond,
par exemple, ici, c'est un exemple d'un message qu'on a fait pour Rona. Ce qu'on avait fait, dans le fond, c'est que Rona voulait savoir quel était le type de promotion que la personne voulait avoir de plus. Est-ce que la personne cliquait plus régulièrement sur les promotions ou sur les produits? Par exemple, ça peut vous permettre de savoir si vous avez un newsletter qui a une section produits, une section information, par exemple, plus corporative, et une section coupon rabais. Ça vous permet de savoir qu'est-ce que la personne a comme intérêt. Si la personne, ce qui l'intéresse davantage, c'est le coupon rabais, ben peut-être que vous allez vouloir positionner le coupon rabais plus en haut dans votre message pour que la personne, dès qu'elle ouvre, qu'elle voit qu'il y a un coupon rabais pour la susciter tout de suite son intérêt. Ou même mettre dans l'objet, remplacer l'objet pour mettre un objet en lien avec le coupon rabais. Si par contre, dans cet exemple-ci, c'était est-ce que la personne aime mieux les promotions ou les produits? Donc, si la personne cliquait plus régulièrement sur les promotions, on mettait les promotions en premier. Si c'était les produits qu'elle cliquait le plus, on mettait les produits en premier. Donc, c'est pas difficile à faire, c'est simple à mettre en place. C'est tout simplement d'identifier quand vous mettez une promotion, quand vous mettez c'est-à-dire un lien, d'identifier c'est quelle catégorie de lien. Est-ce que c'est un lien de type promotion ou c'est un lien de type produit et d'accumuler ces valeurs-là pour ensuite aller personnaliser vos communications. Au niveau de la pratique alimentaire, ça c'est un exemple de métro qui est client chez nous aussi. Est-ce que le client est végétarien? Cette information-là, on peut le demander dans un concours, dans un formulaire, ou on peut le découvrir avec les produits achetés. Dans le cas de Métro, ils ont la carte Métro, Métro et moi, donc ils sont capables d'avoir l'information assez complète sur les transactions. Donc, lorsqu'on définit qu'une personne est végétarienne, ben, on lui affiche à ce moment des recettes végétariennes versus celui qu'on ne le sait pas ou qu'on le sait qu'il ne l'est pas, ben, à ce moment-là, on lui affiche des produits, des recettes qui ne sont pas végétariennes. Démographique. Quel est le sexe du client? Le sexe du client peut être défini par un formulaire d'inscription, peut être défini par un formulaire de mise à jour. J'en parle souvent, ce que moi j'appelle un formulaire progressif. C'est que ce qui est important quand vous allez puiser des données, c'est de demander le moins d'informations possible parce que ce que vous voulez, c'est capter tout de suite la personne. Si vous avez un formulaire avec 20 cases à cocher, 10 champs à compléter, c'est difficile. Ce qu'il faut, c'est avec le temps aller chercher l'information. Donc, on va faire des formulaires qu'on appelle progressifs, qu'avec le temps, on va demander un peu plus à la personne selon ce qu'on connaît sur elle. Donc, le formulaire de mise à jour peut être un bon exemple. Le concours aussi peut vous permettre d'aller chercher plus d'informations. C'est un exemple, dans le fond, qui dit que si la personne est une femme, on lui affiche l'image d'en haut, et si la personne est un homme, on affiche l'image d'en bas. Dans le fond, je suis pas sûre si c'est vraiment ça, là. Je suis pas sûre que les femmes aimeraient pas mieux avoir une image d'en bas, mais de toute façon, puis ça, c'est ce qu'on appelle la programmation, c'est ce qu'on appelle les contenus dynamiques. Dans l'application, puis dans la majorité des plateformes, c'est assez facile à faire. C'est juste un critère que vous pouvez dire, si c'est tel, voici ce que j'affiche si c'est tel. Puis c'est des petits tests qui peuvent être assez rapides pour vous à faire pour voir au niveau des résultats. Les produits d'intérêt, quel produit ou service lui suggérer? Bon, dans l'exemple de Canac ici qu'on voit, ben, il y a le panier abandonné. Si la personne, bien entendu, a abandonné un panier, on va aller lui fournir cette information-là, puis on va aller lui pousser peut-être de l'information supplémentaire connue sur son profil. La personne a fait des achats, on va pouvoir lui faire des produits suggérés, des produits complémentaires. Selon la région, ben, j'en parlais tout à l'heure, mais par exemple, on avait fait une analyse avec un client puis qui faisait la promotion du tourisme. On lui avait dit, mais écoute, peut-être que si tu fais la promotion de la région de Québec aux gens de l'Europe, peut-être que tu dois pas la faire en même temps que pour les gens du Québec, parce que les gens de l'Europe vont planifier 3, 4, 5 mois avant de venir au Québec. Donc, les produits d'intérêt peuvent être en lien avec la région d'où la personne est et ben, les dates d'achat. Ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi de pouvoir cibler quand est-ce que la personne a fait le dernier achat. Au niveau du cycle d'achat, comment faire pour le convaincre? Davantage utilisé au niveau inter-entreprise, mais peut l'être quand même au niveau du détail, c'est qu'on va prendre la date du premier contact. Je dis souvent qu'on n'a pas la même relation avec tout le monde. Si la personne a un premier contact avec nous, on ne doit pas parler de la même façon que cette personne. On a un exemple, par exemple, un de nos clients, quand on a une nouvelle abonnée qui est dans la base de données, l'introduction du premier message va être différente, va faire une présentation différente de la compagnie pour pouvoir amener cette personne-là à en savoir davantage sur la compagnie. Bon, quels sont les documents téléchargés, c'est davantage dans le inter-entreprise, les visites au site web, j'en ai parlé. Ce que moi, je veux que vous compreniez, c'est que c'est la règle du petit pas dans le data marketing, data-driven marketing.
il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'énorme dès le départ, puis vouloir tout personnaliser et aller sur tous les fronts. Il faut, dans le fond, commencer petit et au fur et à mesure aller un petit peu plus et un petit peu plus pour arriver à des résultats. Parce que si vous commencez trop gros, vous ne pourrez pas voir si votre stratégie est correcte, vous ne pourrez pas voir si vos résultats sont concluants non plus. Donc, première chose à faire, quelle information à collecter? Je dis souvent, moi, pensez à vos commis ou représentants. Lorsqu'une personne appelle à votre service à la clientèle, télémarketing, ou que le télémarketing appelle, quelles sont les questions, quelles sont l'information qu'ils veulent connecter au départ? Est-ce que, bon, par exemple, je parlais du style vestimentaire, du sexe, cette première information-là qui, pour vous, vous permet de dire qu'est-ce que je vais suggérer au client est un des éléments importants. C'est-à-dire, il va vous permettre rapidement de personnaliser. Puis, je parlais tout à l'heure au niveau de l'interentreprise, selon la fonction de la personne. Cette information-là, si, par exemple, mettons comme Dialogue Insight, on a des clients qui sont plus techniques, on a des clients qui sont plus marketing. Ben nous, lorsqu'on a une communication avec quelqu'un, une des premières choses qu'on va valider, c'est quoi qu'il fait dans l'entreprise? C'est quoi son rôle? Si quelqu'un nous appelle, demande de le rappeler, on va aller faire une belle recherche sur LinkedIn, qui est une source d'information inépuisable, puis on va aller puiser l'information pour dire, bon, ben, OK, cette personne-là est plus technique, donc quand j'aborde cette personne-là, je l'aborde différemment. Donc, c'est ça, c'est la première chose qui est la plus importante, c'est de vous référer à ce que vous faites déjà dans vos autres canaux pour pouvoir définir c'est quoi vous avez besoin pour connecter. C'est quoi la première question? Si une fois que, par exemple, dans notre cas, on va aller évaluer la personne avant de l'appeler. Mais lorsque je l'appelle, c'est quoi la première question que je lui pose? C'est quoi que je veux savoir? La deuxième, la troisième? C'est ces éléments-là que peut-être même vos représentants peuvent peut-être vous donner, à savoir là, quelles sont les informations qu'ils puisent ou qu'ils vont chercher qui leur permettent de savoir quoi offrir comme produit. Donc ça, c'est la base. Bien entendu, quand je parle de la première question, on ne va pas compter le comment ça va, là, on ne va pas compter ça comme étant une première question. Donc, c'est vraiment ça la base. Essayez pas de connecter toute l'information tout de suite du premier coup. Allez-y avec c'est quoi l'élément principal. Bon, par exemple, je suis une entreprise, j'ai un membership. Ben peut-être que ce que je veux savoir en premier, c'est est-ce que c'est un membre actif ou inactif. C'est peut-être la première chose qui est importante pour moi. Il y a plein d'exemples, dans le fond, qui vous permettent de voir c'est quoi votre information principale qui vous permet vraiment d'aller emmener le client à faire autre chose. Et identifier votre quick win, c'est-à-dire, comme je disais, tentez pas de tout récolter et personnaliser. Il faut regarder votre objectif selon vos ressources disponibles et la complexité du projet. Déjà rencontré une entreprise, moi, il y avait ils sont à l'étape 0 en personnalisation. Okay? On les rencontre, puis présentement, ils personnalisent absolument rien dans leur communication. On arrive là, puis là, ils voulaient faire du placement de produits selon l'intérêt des gens, puis là, d'être capable. Puis là, on leur dit, ouais, mais, OK, attends, de quelle façon tu vas connecter cette information-là? Est-ce que tu l'as disponible? Puis là, ils nous disent, ben, on a 1000 acheteurs en ligne. OK, 1000 acheteurs en ligne sur 500 000 transactions par jour. Est-ce que ça vaut la peine d'investir toutes les ressources disponibles, puis pour la complexité du projet, parce qu'on s'entend que c'était quand même de connecter toute l'information ensemble, d'y aller. Fait que ce qu'on leur avait dit, c'est est-ce qu'on commence à personnaliser des petites choses et au fur et à mesure, on ira à ce gros projet-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de data-driven marketing, on parle de marketing personnalisé. Ben ça veut dire, c'est pas juste une image, c'est peut-être 2, 3 images à faire pour un newsletter. C'est pas juste un contenu, c'est peut-être 2, 3, 5 contenus différents. Ça nécessite des ressources, donc il faut vous assurer à la base que vous avez ces ressources-là et que vous serez capable de connecter vos choses ensemble. Comme je dis, revenez toujours à la base. Comment vous faites pour engager la relation avec vos clients dans vos autres canaux? Je pense pas que dans les autres canaux, lorsque quelqu'un arrive, on lui dit « Je vais te suggérer ça, 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 ça ». On commence en créant une relation de base et ensuite on arrive à cette relation-là. Donc, c'est ce qui est important. C'est pas un monstre, le data-driven marketing, ça se fait. Il faut juste partir du protocole. Puis d'ailleurs, le data-driven marketing, c'était appelé le marketing relationnel avant. C'est juste une façon un peu différente d'appeler ça. C'était appelé Big Data. Il y a 2 ans, c'était Big Data. Il y a 5 ans, c'était marketing relationnel. Je donnais une conférence il y a 10 ans, on utilisait d'autres termes. Donc, c'est juste qu'on complexifie un peu les projets puis on veut juste changer le nom. Mais c'est la base de ça, c'est la personnalisation, l'engagement client. Et j'ai terminé
Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient des questions. N'hésitez pas à poser vos questions à Pascal via votre petite boîte de chat. Elle est là pour y répondre. Ah, mais je pense que aujourd'hui, C'était clair. c'est clair. C'était rapide, mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou s'il y a des choses que j'ai présentées que vous ne voyez pas dans l'application parce que vous êtes notre client, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ah, j'ai une question qui... quand vous parlez de ressources, vous voulez dire oui, ben en fait, effectivement, quand je parle de ressources, je parle, oui, de beaucoup de gens, parce que comme je dis, ben, ça prend des gens pour mettre ça en place, mais ça prend aussi des données. Si vous voulez dire, par exemple, OK, je vais personnaliser tout de suite le sexe, puis que vous n'avez pas cette donnée-là, ben c'est peut-être un des problèmes, c'est peut-être une des premières choses sur lesquelles il faut travailler. Mais effectivement, les ressources à la base, le data-driven marketing ou tout marketing personnalisé, ce que ça vous prend, c'est des gens de plus pour faire vos contenus. Puis c'est pour ça que je vous dis, commencez petit parce que si vous n'avez pas les ressources à l'interne, ben, vous allez vous brûler plus que d'autres choses puis vous allez vous décourager. Donc, c'est petit à petit, un petit bloc conditionnel, dans le fond, homme-femme pour commencer. Après ça, on ajoute, OK, c'est un homme de tel âge, c'est une femme de tel âge. On y va en ajoutant au fur et à mesure des informations supplémentaires. Est-ce qu'on a d'autres questions? On ne dirait pas. Alors, comme je vous disais en début de présentation, le webinaire est enregistré. On va vous le faire parvenir dès que possible. Et puis, en espérant vous revoir à la prochaine présentation. Merci beaucoup. Merci.